Nouvelle défaite du Real Madrid face au FC Barcelone. Une défaite qui coûte très très cher pour le Real Madrid en Liga puisque 12 points séparent désormais le Real Madrid et le FC Barcelone en Liga. La Liga, c'est donc terminé. Bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief après ce classico perdu donc par le Real Madrid 2 buts à 1 au Camp Nou. La Liga est donc terminée. Il y a plus grand suspense déjà après une vingtaine de journées seulement de Liga. On va revenir sur ce match et puis sur ce constat en Liga avec Rota. C'est le Rota, comment ça va? Écoute, pas top, hein, forcément. Après cette défaite, forcément, le moral est pas au max. Ouais, bon, allez, bref résumé comme d'habitude. On a vu le Real Madrid ouvrir le score avec beaucoup de réussite, hein, car il s'agit d'un contre son camp de Araujo. Mais on a vu un Real Madrid surtout dominé, hein, par les Catalans qui se sont procurés pas mal d'occasions, mais qui vont buter sur un bon Thibaut Courtois en première période. Ils vont buter sur lui jusque la 45e minute de jeu, car oui, les Merengues vont craquer à 20 secondes de la fin de cette première période. Un but partout, donc, mais score totalement logique. Après la pause, eh ben, rien ne change, hein, vraiment, le rythme du match est même assez mort, ça retombe. Ancelotti va réagir assez vite avec deux changements dès l'heure de jeu, puis trois autres à 15 minutes du terme. On voit donc enfin un Real Madrid avec un vrai visage offensif, parce que oui, on doit gagner ce match. Le Real Madrid, alors, finit fort ce match, croit marquer à la 85e minute de jeu grâce à Marco Asensio, mais finalement, la VAR va rectifier ça. Il y a hors-jeu de Marco Asensio, toujours un but partout. Et puis la sentence finale viendra finalement dans le temps additionnel avec le deuxième but du Barça. Victoire de 1, 12 points d'avance pour le Barça, c'est donc terminé. C'est quoi ton ressenti là à chaud, Rota? Je suis très déçu, très en colère, surtout envers Ancelotti, parce qu'une nouvelle fois, et c'est pas, c'est pas force de s'être répété depuis de longues semaines, mais il a joué petit bras encore une fois, pour ne pas dire plus. C'était une finale qu'il fallait absolument remporter parce qu'il fallait rester dans la course à la Liga et il a décidé de mettre un Real offensif qu'à partir du dernier quart d'heure de jeu. Donc il a joué sa Liga sur 15 minutes. C'était 15 minutes top à voir d'ailleurs pour le public, je pense, pour les supporters, les téléspectateurs, parce qu'il y a eu du rythme, ça allait d'un but à l'autre. Et c'est le classico, moi, que j'aurais voulu voir depuis la première seconde de jeu. C'est-à-dire que je m'en fous de voir le Real concéder des occasions. Je m'en fous de voir le Real prendre des vagues. Ce que je veux, c'est qu'il en mette à son adversaire. Là, au final, j'ai vu le Real se faire marcher dessus. Et quand on a ouvert le score par je ne sais quel miracle, je savais avant la fin de la première mi-temps, de toute façon, on prendrait ce but. C'est pas pour faire le devin, c'est simplement qu'on connaisse Real à force. J'ai quand même un petit peu de bouteille désormais, je suis plus un petit minot et je sais comment ça se passe. Quand le Real d'Ancelotti, où c'était à peu près la même chose pour le Real de Zidane, donc ça fait des années que ça dure et ça fait des années qu'on se fait chier. Quand le Real ouvre le score dans un classico, ce qu'il veut, c'est faire une conservation de balle et faire toutes les prières qui puissent exister sur Terre pour espérer que ça tienne jusqu'à la fin. Mais sauf que ça fonctionne pas comme ça malheureusement et le Real n'a pas envie de gifler le Barça, le Real n'a pas envie de faire mal au Barça, le Real n'a pas envie de contrer le Barça, et le Real a simplement envie de conserver son score face à ce Barça-là, peu importe le Barça qu'il a en face d'ailleurs, et forcément face à un Barça qui attaquait bien aujourd'hui et qui en plus était plutôt en place défensivement, comme c'est le cas depuis le début de saison, bah, ça a donné ce que ça a donné, une réaction et une égalisation avant la pause. De toute façon, même si elle n'avait pas été avant la pause, elle aurait été juste après. Donc voilà, et puis je pense que c'est tout simplement mérité ensuite. Ce qui s'est passé ensuite, c'est mérité. J'espérais presque un but du Barça. C'est incroyable à dire, mais j'espérais ça comme ça. Voilà, c'est définitivement terminé. On a vu les limites de ce Real-là en Liga et du système d'Ancelotti et puis de cette putain de compo, ce putain de 11 avec un Valverde en ailier, avec ces putains de deux papis malheureusement qu'on dit, qu'on répète, qui n'ont malheureusement plus leur place ensemble désormais dans les matchs à haute intensité. Et puis voilà, tout simplement, on a vu les limites de ce Real-là parce qu'on rentre dans un schéma où dès qu'on affronte un adversaire dans un grand rendez-vous, on met le même 11. Et puis voilà, on tente de les laisser faire. Ça fonctionne pas comme ça. Le football, c'est un peu plus difficile que ça. Il faut un petit peu plus se creuser la tête. Ancelotti
manque d'idées. Et on l'a vu ce soir en tout cas. Ouais. Tes regrets par rapport finalement, tu nourris des regrets après ce match par rapport au fait que Ancelotti a beaucoup trop tardé avant de mettre réellement une composition offensive qu'il avait pourtant annoncé. Il avait dit en avant-match, on va voir un Real Madrid offensif. Finalement, Qu'il avait cru. on a vu le même Real Madrid que depuis le début de saison et même depuis l'année dernière, depuis qu'il est arrivé. Ouais, c'est ça. De toute façon, qui l'a cru? Moi, quand il a dit ça en conférence de presse, je l'ai jamais cru. Ancelotti qui dit on va être très offensif. Non, mais mort de rire. Enfin, Ouais. je n'ai pas cru une seule seconde. Et je savais très bien quel 11 il allait mettre. On le savait tous de toute façon. N'importe qui pouvait deviner le 11 qu'il allait mettre. C'était logique. Alors, pour une fois, il fait des changements qui sont assez tôt, entre guillemets, dans le match. Mais c'est parce qu'il est forcé. Il sait que si ce match-là, il ne le gagne pas, la Liga est terminée. Donc, c'est des choix obligés. Donc, c'est même pas une volonté de sa part, parce que je pense honnêtement que si 2 points séparent le Barça du Real avant ce match, à aucun moment il fait son triple changement au dernier quart d'heure. Et on le sait tous. C'est sûr et certain que jamais de la vie il fait ça. Alors que si dans ce match il avait mis un Rodrigo titulaire ou un Asensio qui est tout aussi méritant en ce moment, et puis qu'il avait reculé Valverde à la place de Toni Kroos par exemple. Alors encore une fois, on fait un débrief. Donc forcément, on a tous les éléments et c'est facile de parler après. Je le conçois. Mais c'est quand même récurrent, on le sait, on le voit maintenant. On sait très bien que Kroos et Modric, ça reste très très compliqué dans les matchs à haute intensité, comme je l'ai dit, de les voir ensemble. Ça pourra fonctionner, mais ça va être de plus en plus rare désormais. On sait très bien que Valverde est un joueur qui casse des lignes, qui a beaucoup d'impact, qui a beaucoup de coffres, et physiquement, face à un Barça dominateur, ça aurait évidemment fait du bien. Et on sait bien évidemment, et tu le sais mieux que quiconque, parce que tu es souvent celui qui le répète, que si on met à mal cette défense du Barça avec deux flèches devant, que seraient donc Vinicius et Rodrigo par exemple, titulaires, eh ben le Barça ne jouerait pas de la même manière et ça donne un tout autre match. Si Ancelotti n'a toujours pas compris ça, alors que nous, qui n'avons aucun diplôme derrière notre écran, on le voit, bah c'est grave alors qu'il prenne ses valises et qu'il s'en aille. Moi, ce qui me rend fou, c'est l'incohérence de sa composition par rapport à ce qu'il veut mettre en place. C'est-à-dire qu'on mise sur quoi sur ce match? On mise sur des transitions rapides pour leur faire mal, mais on attaque avec au maximum deux joueurs et en plus avec un Karim Benzema qui n'a pas la vitesse pour véritablement faire les différences à ce niveau-là. Et alors, bah oui, après la 70e minute de jeu, on se rend compte que le résultat n'est pas satisfaisant. Alors là, on met en place une composition ultra offensive et déséquilibrée. On pouvait pas plutôt, en fait, dès le coup d'envoi, partir sur un 11 offensif, mais qui reste équilibré. Et on en a, on le sait très bien. Rodrigo devant, Fede Valverde, tu le mets au milieu de terrain avec Kamavinga et puis après avec Modric ou Kroos comme tu veux. C'est ça qui me rend dingue, moi. Pour moi, c'est encore zéro pour Carlo Ancelotti ce soir. Franchement, avec moins de talent, Xavi, il vient de lui botter le cul trois fois de suite. Désolé, mais pour moi, c'est dehors. Ouais, non, mais c'est clair et c'est méchant à dire parce que les gens vont nous dire voilà, on tape sur Ancelotti, vous oubliez ce qu'il a fait, etc. Je répondrai d'ailleurs à cela la même chose que je pourrais répondre pour Carvajal qui se fait démonter à juste titre, hein. Mais on peut pas vivre sur le passé. Le Real Madrid n'a jamais vécu sur le passé et il ne vivra jamais sur le passé. Carlo Ancelotti aujourd'hui est trop petit bras pour le Real. Faut que ça cesse. C'est terminé. Comme tu l'as dit, ces dires ne vont pas. En tous les cas, ce qu'il met en place ne va pas avec ce qu'il souhaite mettre en place. C'est assez incroyable, c'est assez cocasse de dire ça, mais c'est le cas. Et puis voilà, je pense que ce Barça-là, qui était un très bon Barça, surtout en première mi-temps, commençait énormément à fatiguer dans la dernière demi-heure. Je pense qu'il y avait vraiment des coups à jouer. Je pense qu'il y avait vraiment fort à faire. Et ça va pas. Et je vais même revenir sur ses premières paroles de conférence de presse. On méritait de gagner. On méritait de gagner. Mais à quel moment, dans quel putain de monde, il a vu qu'on méritait de gagner ce soir? C'est un miracle d'ouvrir le score déjà. Donc on a mis un but ce soir. C'est même pas nous qui l'avons mis, c'est un but éclaté au sol. C'est un but éclaté au sol par un miracle incroyable. Araujo qui la dévie de la tête, elle touche le poteau qui fait que Ter Stegen ne peut pas mettre son bras. Enfin bref, c'est lunaire, c'est un miracle de Dieu. Merci d'ailleurs. Mais mis à part ça, c'est le néant. C'est le néant. Karim Benzema qui est notre neuf, on y reviendra sur les perfs individuels, qui a été cataclysmique. Il a cadré ou il a tiré, je ne sais plus si c'est le nombre de tirs ou le nombre de frappes cadrées, 2 fois sur les 180 dernières minutes face au Barça. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose de criant offensivement, qu'on ne se crée pas du tout d'occasion. Donc il y a quelque chose qui, dans le système, ne va pas. Je te jure,
Tom, vraiment, j'aurais préféré prendre 6-0 dans la gueule avec un Real, comme j'ai vu sur le dernier quart d'heure, qui a forcément tout envie de donner pour marquer, plutôt que de voir un vieux 2-1 où on se fait malmener, où le Barça, finalement, sur l'ensemble du match, n'est pas si incroyable que ça, et tu sens qu'il y a des petites brèches à exploiter. Enfin, voilà, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, je me fais chier devant ma télé, et en plus, de toute façon, je sais quelle va être l'issue de ce match. Ouais. Après, il y a en fait peut-être le gros problème. Là, on pointe les incohérences entre ce qu'il veut mettre en place et les joueurs qu'il met en place. Et finalement, on va venir un petit peu sur les perfs individuels. Par exemple, il nous met Tony Kroos pour jouer en transition. On sait très bien qu'il n'y a pas pire joueur pour jouer en transition. Et là, en fait, on y vient sur le fait, c'est-à-dire qu'il y a aussi un problème de statut. Tony Kroos, il reste quand même sur un super match contre Liverpool. Attention, Il Kroos était est, énorme, encore, ouais. Kroos est encore capable de faire des grandes performances. Mais là, dans un match où ça joue en transition, Kroos, c'est pas l'homme. Mais on sait très bien que bah, il est titulaire parce qu'il a un statut et que si tu mets Kroos sur le banc, bah, Kroos, en plus, c'est le genre de joueur qui va s'exprimer et qui va bouder ouvertement. Alors, déjà, il y a ce fait-là. C'est vrai que Kroos l'a très ouvertement dit à chaque fois que c'était le cas. Il aime pas être sur le banc, il en a pas envie. Maintenant, je pense qu'il est un petit peu plus compréhensif cette saison, à mon humble avis. Maintenant, je ne sais même pas si c'est vraiment les statuts. Il y a une part de statut, il y a une part de côté historique où Ancelotti, c'est ses soldats. Donc, ils ont toujours répondu présent dans ce type de rendez-vous. Il se dit, bah, ça va encore être le cas cette année. Mais je pense surtout qu'il adore les voir, quoi. Il adore les voir ensemble. Et il pense que ça, lui, il est vraiment convaincu, justement, de ce que je viens de dire, que ça peut fonctionner. Mais c'est malheureusement un échec cuisant depuis de nombreux matchs. Donc, je sais pas, c'est pas comme si le Real Madrid, justement, au milieu de terrain, on le dit très souvent également, n'avait pas de solution de repli. On a Aurélien Tchouaméni qui, bon, là, revient de blessure, c'est un petit peu plus, un petit peu plus difficile, mais d'ailleurs, je trouve qu'il fait une rentrée pas si mal. On a Aurélien Tchouaméni, on a Kamavinga qui est très très bon, on a Ceballos qui donne beaucoup d'air dans le jeu, qui garde beaucoup la balle, qui est capable de choses bien différentes des autres milieux de terrain. On a ces trois joueurs-là qui peuvent être en supplément de Kroos Modric. Et on va toujours remettre le même système en mettant Valverde encore un cran au-dessus dans les matchs coup près. Parce que contre Chelsea, faut pas se leurrer. Un entraîneur qui vient de mettre ça au Classico et qui dit on méritait de gagner, il va nous remettre la même, hein. Il va Oui, refaire pareil, hein. ça, c'est À sûr. aucun moment on va voir Rodrigo ou Asensio titulaire. Ça faut en être conscient. Et ça va encore être une erreur et on va encore se faire chier et on va faire la même vidéo dans moins d'un mois. Donc, c'est bon. Franchement, au bout d'un moment, c'est chiant, c'est usant. Et franchement, ça me fane. J'ai même plus envie de débriefer ou de regarder les matchs parce que, encore une fois, je connais l'issue. Mhm. Et en plus, c'est vrai que l'année dernière, autant il y a eu un petit peu l'effet de surprise avec ce Real Madrid qui s'est adapté comme ça avec Fede Valverde. Mais là, tous les adversaires ont aussi compris comment jouer le Real Madrid. Ils savent très bien que à droite, dans le couloir droit du Real Madrid, il va rien se passer. Donc, tu peux en plus plus facilement défendre finalement sur Vinicius et même sur Benzema, parce que Benzema, c'est un joueur qui dézone beaucoup à gauche, jamais à droite. Donc, finalement, tu sais que quand tu joues contre le Real Madrid, bah, il faut bloquer un petit peu l'axe et puis surtout sur ton côté droit de la défense, côté Vinicius. Donc le Real est aussi devenu en plus très prévisible. C'est clair, c'est clair. Mis à part, encore une fois, en Ligue des Champions, où je trouve il y a une élévation de niveau qui fait qu'on devient redoutable à peu près dans tous les secteurs de jeu. Mais là, pour le coup, sur la Liga, bah, on est resté l'équipe de Liga qu'on est depuis le début de saison. Et on va pas se cacher. On est là où on mérite d'être, c'est-à-dire à 12 points du Barça. C'est ni trop ni choquant. C'est Voilà, le Barça est la meilleure équipe, l'équipe la plus régulière de cette saison. Le Real a beaucoup trop de trous dans cette Liga, dans certains matchs, mais aussi, enfin, sur certains matchs et dans certains matchs. Donc, forcément, voilà, on est à notre place, tout simplement. Il y a pas à dire plus. Passons un petit peu sur la partie joueur. Qui tu as envie de sauver, si on peut le dire ainsi? Moi, je pense que ce soir, je sauverai deux joueurs uniquement. Ce serait Courtois et Camavinga. Courtois qui a encore répondu présent, évidemment. Oui, une fois n'est pas coutume. Je pense on va pas épiloguer sur lui, mais voilà, il est présent, toujours présent dans les grands matchs, même sur un ballon contré, il arrive à se détendre pour au moins cacher son angle. Donc, voilà, toujours concentré, toujours de l'envie. De temps en temps, il fait un peu peur sur ses relances. Il a fait deux, trois relances sur Carvajal, où pour le coup, il l'a pas mis dans de très très bonnes dispositions. Il était un
peu lents à la relance, mais je pense que c'est encore une fois une consigne. Et c'était une volonté du Real aussi de faire sortir le Barça, parce qu'on a vu en première mi-temps que en le faisant très très bien, le Real Madrid s'est créé une ou deux situations, mais ça reste très risqué. Après, c'est le jeu aussi, et je pense que c'est les consignes, mais il a été très très bon. Et puis Kamavinga, plus sur la première mi-temps, je l'ai trouvé un peu plus en difficulté en deuxième mi-temps, en tous les cas moins visible, mais il éclairait le jeu, il joue simple, il se déplace parfaitement bien. Il n'a pas de fioriture dans son jeu, mais toutes ses passes sont vers l'avant. Toutes ses passes sont vers l'avant du joueur, ça c'est très important. Il n'y a pas besoin de faire 1 mètre et de reculer, de perdre un petit peu la vitesse qu'on a dans le jeu pour récupérer une de ses passes. Et c'est toujours dans le sens du jeu. Il s'oriente très bien. Quand un ballon vient de la droite, il va à gauche et vice-versa. Ça paraît rien du tout, mais à ce niveau-là, quand ça va très vite et face à un milieu si compact que celui de le Barça, bah, c'est très fort. Et j'ai encore une fois aimé sa performance. Bien dommage que Didier Deschamps, même si je suis pas pour l'équipe de France, veuille l'utiliser en tant que latéral gauche, même s'il est très bon à ce poste également. Mais quand on a une telle pépite au milieu de terrain, c'est quand même fou parce que je trouve qu'il est en train de progresser énormément. Et après un début de saison très très compliqué où j'étais le premier à le descendre, je trouve qu'il est en train de faire les 6 derniers mois là vraiment très 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 bon à un très très haut niveau. Je ne sais pas si c'est lié à ça, mais je trouve que depuis deux, trois matchs, là où il est positionné devant la défense, le fait qu'il ait plus de responsabilité à la première relance, ça le rend aussi plus fiable. Je trouve qu'il, tu vois, même sur cette année 2023, il nous faisait des trucs de fou, mais il y avait quand même souvent au moins une fois dans le match où il nous faisait il nous perdait un bal à 30-40 mètres du but, tu vois. Là, sur le match encore ce soir, il y a rien, il n'y a aucun déchet. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis en plus de ça, ce que j'ai aimé chez lui, c'est son activité sans ballon. Il est souvent allé chercher Gavi, par exemple, en tentant d'aller le crocheter, en tentant d'aller le bousculer. Et je pense que ça a rendu de fiers services au Real. Ça a un petit peu ralenti les offensives du Barça. Je pense qu'à l'avenir, je pense qu'il montera d'un cran. Je pense que Tchouaméni est bien installé en sentinelle et lui un petit peu plus haut avec un Fede Valverde, un Dani Ceballos. Je pense qu'à l'avenir, ça pourrait être très très prometteur avec des automatismes, avec du travail. Je pense qu'il mériterait de jouer un petit peu plus haut parce que je trouve qu'il a vraiment une trop trop belle qualité de passe pour rester cantonné à ce poste. Mais en tous les cas, on sait qu'il peut le jouer. Il peut être avec des virtuoses à côté de lui. Et d'ailleurs, quand Kroos et Modric sont titulaires, chose dont on n'a plus envie de voir, je pense qu'il est bien plus efficace qu'Aurélien Tchouameni. Je trouve que ça marche quand même mieux, même si c'était pas probant ce soir, par exemple. Mais de manière générale, je suis plus rassuré quand je vois Kamavinga aux côtés de Kroos et Modric qu'Aurélien Tchouameni, où là, je trouve que pour le coup, ça devient très très lent au milieu de terrain. Là, le fait de jouer très très vite, avec quasiment très très peu de déchets pour Kamavinga, forcément, ça a une petite plus-value au milieu. Mm. Ouais, Tchouaméni Camavinga dans un double pivot aussi. Ça pourrait plus un peu comme ça, ouais. À Avec l'avenir, effet. ça peut, ça Parce peut que aussi même, être une solution. parce que même Tchouaméni, il a quand même une capacité aussi, une bonne Bien qualité de sûr. passe, une capacité à se projeter vers l'avant de temps en temps. Donc, ouais, les deux, bon, à voir. Mais bon, c'est pas Ancelotti qui le mettrait ça en place, je pense. Je pense pas. Vinicius, tu l'as trouvé comment? Honnêtement, pas bon. Pas bon. Araujo, il sait comment défendre sur ce joueur. Il l'a bouffé en long, en large, en travers. Alors Hmm, forcément, à 2 reprises, Vinicius est passé. un peu Mais plus. forcément, hein, oh, je Moi, suis pas trop moi, d'accord, non. alors, parmi tous Ouais, les classicos et mais les affrontements, je trouve que c'est le match où Vinicius a, c'est peut-être le seul match d'ailleurs, sûrement le seul match, oui, où je trouve que Vinicius a réussi quand même à prendre, vraiment sur l'aspect un contre un, a réussi à prendre l'ascendant, je trouve. Parce que je trouve qu'il est passé au moins deux, trois fois sur la première période. En deuxième, une ouais, ou je suis deux pas fois d'accord. aussi, il Honnêtement, moi, je passe. suis pas d'accord. Ouais. Moi, j'ai pas du tout vu ça. Même sur les 2 fois, moi, je le vois 2 fois passer. Euh, En fait, il y a 2 fois, il y a deux passes à Rodrigo sur la fin de match qui sont pas mal. Où là, ça a créé des brèches. Mais après, sur les 2 fois où il passe, il y a une fois où l'arbitre ne lève pas, mais la balle sort largement. Et c'était très mal joué pour moi. Pour moi, je trouve que c'était très très mal joué. Là où il accélère et il retouche la balle plutôt que de faire une passe en retrait ou centrée, il la retouche et il fait un centre extérieur pied droit. Moi, je trouve que en fait, c'est trop compliqué et puis c'est trop. En fait, c'est complexe de trouver un point de chute sur ce type de passe, ce type de centre. Et je trouve surtout, même au-delà du duel, hein, au-delà du duel, je trouve qu'il a loupé peut-être 95% de ses passes. Franchement, enfin, c'est quasiment que du déchet. Donc, non, en plus, alors, vraiment, au New Camp, face à des provocateurs comme le Barça,
avec cet arbitre-là, il a encore fait que l'ouvrir. Alors ça a été moins pénible que beaucoup de fois cette saison, mais le nombre de fois plutôt où il s'est arrêté, où il s'est stoppé les mains en l'air comme ça, parce qu'il voulait réclamer une faute, c'est chiant. C'est chiant. Alors c'est loin d'être le pire du match, honnêtement, parce qu'il arrive tout de même à faire des différences. Et parce que, comme je l'ai dit, les deux relais qu'il prend avec Rodrigo sur la fin de match, bah, ça peut aussi permettre. Bah, c'est justement l'action où Rodrigo décale Carvajal et qu'il y a le but d'Asensio. Donc, c'était très bien joué de sa part. Donc, il a pas été catastrophique, hein, mais je trouve qu'il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon pour moi dans ce match. Et il est tombé face à Araujo, qui est vraiment un défenseur redoutable. Je trouve que c'est vraiment, vraiment un très, très bon défenseur qui sait le lire. Et malheureusement, Vinicius, pour le coup, je trouve qu'il perdait, il avait tendance à perdre sa vitesse. Et face à Araujo, justement, il fallait venir et lancer. Et les deux fois où il est venu lancer, où il pousse sa balle loin, hein, c'est la chose qu'il sait le mieux faire. Là, il est plus rapide que lui, il arrive à le prendre à défaut. Mais quand il arrive un peu arrêté, il a aucune chance. Il peut passer 300 fois face à Araujo, il ne passera pas une fois. Donc, je trouvais un peu dommage. Je l'ai trouvé un peu, ouais, un peu timide quand même par rapport à d'autres fois. Mais voilà, après, c'est pareil, encore une fois, c'est le seul détonateur quand même offensif. Donc, le Real s'en remet beaucoup à lui. Donc, il y a aussi beaucoup de courses vers l'avant. Il y a aussi beaucoup de fatigue accumulée. Donc, c'est pas si simple. Donc, je lui en veux pas plus que ça, mais je l'ai pas trouvé bon. C'est mon constat en tout cas. Ouais. Bon, là où je vais te rejoindre, par contre, c'est effectivement à la finition dans le dernier geste, la dernière passe, la frappe. Là-dessus, on est d'accord qu'il y avait beaucoup, beaucoup de déchets. Mais bon, encore une fois, et tu l'as dit, et on va quand même le préciser encore une fois, mais effectivement, il y a aussi pas mal de nuances à apporter par rapport au fait que Carlo Ancelotti mise énormément sur lui, beaucoup trop sur lui. On mise beaucoup, beaucoup trop sur lui. Forcément, quand on lui demande pendant 60 minutes de tout faire tout seul, bah ouais, après, assez rapidement, il arrive cramé, puis bah, après, il perd aussi en lucidité dans le dernier geste. C'est sûr. Karim Benzema, comment tu l'as trouvé? Compliqué. Bon, je pense qu'on est tous unanimes. C'est pas compliqué. C'est catastrophique. Je pense qu'il joue sur une jambe déjà. Mais en plus de ça, enfin, en tout cas, j'ai même envie de dire, j'espère. J'espère qu'il est blessé. Franchement. Parce que cette performance-là, waouh, je pense que ça fait très très longtemps, pour ne pas dire jamais, que j'ai vu Benzema à ce niveau-là. C'est inquiétant. Des passes simples, il n'y arrivait pas. Il a plus du tout de vitesse, il a plus du tout de démarrage. Ses placements non plus. Il râlait quand un joueur réceptionnait pas un ballon qui était mal donné de sa part. Waouh, c'est compliqué. Il faut que le Real se penche vraiment sur un neuf. J'adore Karim Benzema, je pense qu'on l'adore tous. C'est un joueur qui nous aura fait rêver et qui est exceptionnel. Maintenant, je pense qu'il faut quand même préparer l'après parce que je l'avais dit déjà la saison passée, je ne sais pas si tu t'en rappelles, j'avais dit, je pense qu'on a eu la dernière meilleure version de Karim Benzema et que ce sera plus compliqué cette année. J'en étais persuadé. Il y a aussi, je pense, une redescente psychologique avec l'obtention du Ballon d'Or qui était le Graal de sa carrière et ça peut aussi se comprendre. Maintenant, je pense que ouais, Benzema, il faut quand même très très rapidement préparer l'après parce qu'il va falloir trouver des solutions. Il fait encore 90 minutes sur ce match et c'est absolument pas logique. Ouais. De toute façon, il enchaîne pas deux matchs cette saison. Donc, à la fois, c'est plutôt un signe, un indice important sur le fait que physiquement, ça va pas de ouf. Et puis, au-delà de ça, Ouais. bah, il enchaîne pas les matchs. Donc, à un moment donné, il y a aussi le manque de rythme, tout ça qui se fait forcément ressentir. Mais ouais, c'est vrai que c'est un petit peu préoccupant pour la suite. Ouais. Les latéraux, tu les as trouvés comment? Nacho a eu parfois un peu de difficultés, mais il a aussi fait de bonnes choses. Il a un petit peu dégoûté Rafinha avec des fois des fautes, enfin, des interventions limites pour ne pas dire plus. Mais il a tenu son rang. Je trouve qu'il a tenu son rang. Maintenant, voilà, le fait de ne pas avoir un vrai latéral dans ce type de match, bah, c'est forcément compliqué. Carvajal n'a pas été bon non plus. On va pas se mentir. J'ai trouvé des choses intéressantes malgré tout. Il y a eu des choses un peu plus intéressantes que d'habitude, mais c'est pareil. Carvajal a besoin d'être mis en concurrence, si ce n'est plus. Pareil, je pense qu'il a besoin il a besoin d'une vraie concurrence qui fasse en sorte que bah, petit à petit, il va jouer que les seconds rôles parce que là, ça commence à traîner, à durer. Et voilà, il y a trop de. En fait, il a plus ce coup de rein, il a plus cette accélération. Donc, quand il reçoit un ballon, bien souvent, il va tenter de faire soit une petite passe, soit un petit centre. Mais voilà, Il a plus la qualité de centre non plus. non, et puis c'est trop timoré. En fait, tu sens que parfois, ces centres,
C'est C'est forcé forcé. parce que lui n'a pas cette capacité à revenir vers l'arrière, faire un crochet. Il a plus ce coup de rein, ça se voit. Il y a quand même de la fatigue aussi et il a besoin de. Le Real Madrid a vraiment urgemment besoin d'un latéral droit, potentiellement d'un latéral gauche et d'un neuf. Le reste, ça va, on est plutôt bien. Au milieu de terrain, on est bien. Dans l'axe, on est bien. Mais les latéraux et un neuf, ça devient urgent. J'espère que le board s'y penche vraiment parce que ces postes-là, il va falloir les renforcer. Sinon, bah, voilà, on va continuer à descendre et je serais pas surpris que voilà, une élimination en quart de finale commence à avoir naître des critiques un peu plus osées de la part des médias par rapport à ces postes-là, par rapport au recrutement, par rapport au vieillissement de l'équipe. Donc attention à pas être trop tardif dans ces réactions-là, mais il va falloir recruter à des postes stratégiques. Je pense que les trois qu'on vient de citer en sont. Ouais. Et pour finir, les centraux, ils font leur match, je trouve, non? Ils font leur match, ouais. Rudiger peut-être un poil au-dessus de Militao. Je l'ai trouvé vraiment bon et il poursuit ce qu'il fait. Militao fait son match aussi. Il y a pas à chier. Je veux dire, dans le jeu aérien, il est là. Dans les duels, il est là. Il était assez proche de Lewandowski. Lewandowski, on l'a pas tant vu que ça non plus, si on regarde bien. Donc voilà, il a quand même assez bien muselé, alors qu'on sait que le Polonais est quand même pas si simple à prendre. Donc, non, les centraux ont fait leur match. Il n'y a pas plus à en dire. Ouais. Pour conclure, on est le 19 mars. Il reste quasiment encore un tiers hein, des matchs à jouer en Liga. Il reste 12 journées, je crois. Ouais, 12 points à 12 journées de la fin, il me semble. voilà. Il reste quasiment un tiers encore à jouer de la Liga. Et on a un déficit de 12 points, je viens de le dire. Donc, le titre est perdu. En tout cas, on le considère tous ainsi. Comment se fait-il que le Real Madrid se fait exterminer aussi souvent comme ça en Liga avec des fins de championnat qui sont actées après 20-25 matchs? Sérieux? C'est difficile à expliquer, mais après, on l'a souvent expliqué, même par rapport au Classico. En fait, le Real, c'est bien souvent tout ou rien. C'est-à-dire que le Real Madrid peut lâcher une Liga très tôt et aller chercher la Ligue des Champions. Le Real peut ne pas tabasser le Barça quand il en a l'occasion, mais par contre se faire froisser le cul quand le Barça a l'occasion de le faire. Donc c'est un peu noir ou blanc, c'est un peu souvent ça, c'est un peu chiant. Mais je pense tout simplement que cette saison, le Real en Liga n'a pas été bon. Une des explications, je pense qu'on l'a évoqué, pas de buteur cette saison. Tu as un buteur qui est bien trop absent, déjà, premièrement, donc forcément, tu perds sur par rapport à la saison dernière, tu vas perdre peut-être 15-20 buts par rapport au nombre total de buts de Benzema cette saison. C'est énorme. 15-20 buts, ça te change totalement tous tes matchs jusqu'ici. Donc voilà. Et puis donc tu mises aussi trop sur un Vinicius qui est fatigué, je pense. Donc voilà, c'est tout un tas de petites explications comme ça. La blessure de Ferland Mendy, la blessure récurrente de Karim Benzema, bah voilà, ça fait que tu as dû bricoler derrière, ça fait que tu dois bricoler devant. Et le bricolage, bah voilà, ça va pas trop à Ancelotti. Je pense que relever ses manches, c'est pas ce qu'il sait faire de mieux. Et ça donne un Real Madrid assez apathique. Et encore une fois, je le répète, qui est là où il mérite d'être. Oui, puis tu peux pas être aussi. À un moment donné, il va falloir régler aussi ce problème de cette animation offensive inexistante parce que quand tu joues en Liga, c'est pas le même football entre guillemets qu'en Ligue des Champions où tu joues contre des Liverpool et compagnie qui vont jouer pour jouer l'attaque, jouer pour marquer des buts. Tandis qu'en Liga, on joue 16-17 équipes sur 20 qui vont venir nous jouer avec un bloc bas à 10, 11 derrière. Et puis voilà. Donc il faut aussi régler à un moment donné aussi ce problème-là qui perdure et qui explique aussi pas mal de points perdus en route par le Real. C'est ça, et vraiment, je reviens sur ce poste de numéro 9. C'est pas normal que depuis je sais pas combien de temps, le Real n'utilise que Karim Benzema, et derrière, on a Jovic qui n'avait jamais aucune chance. On a Mariano Diaz, ça fait 50 ans qu'il est là, il sert à rien du tout. Et puis là, désormais, c'est Alvaro qui est l'attaquant du Castilla. Donc, c'est absolument pas logique de la part d'un club comme le Real Madrid. Je crois que c'est l'Inter que je regardais cette semaine en Ligue des Champions. Je me disais devant, c'est Lautaro Martinez, Lukaku et Dzeko. Ils en ont trois et ça fonctionne. Et puis ben, celui qui joue pas, il ferme sa gueule et il joue. Mais en tous les cas, ils ont trois attaquants de renom. Des profils différents, quelqu'un de plus ancien. Mais par exemple, on peut dire une bêtise, mais un Dzeko, ce type de profil, en deuxième attaquant, on n'aurait pas fait tâche au Real. Donc, pourquoi ce
contenter d'un Mariano Diaz. Mais ça part aussi des dirigeants pour le coup, de faire des longs contrats quand on a récupéré Mariano, lui faire un contrat, je crois que c'était 5 ans, 4 ou 5 ans, je ne sais plus exactement. 5, je C'est une crois. erreur. C'est une première erreur. Mais il y a ça aussi, on peut ne pas mettre sur la tête du coach ou de l'équipe. C'est juste là, c'est un problème de direction. Donc ça, j'espère qu'ils ne rééditeront pas ces erreurs-là parce que le Real Madrid doit se coltiner Mariano Diaz et je pense qu'il y a aussi de ce fait l'impossibilité de prendre un autre neuf parce que je crois qu'il touche 5 millions, 5 millions net, c'est quand même pas rien. Donc voilà, donc j'espère qu'à l'avenir, le Real Madrid va préparer l'après Benzema, mais va préparer l'après Benzema et éventuellement sa doublure. Et ça, c'est un gros chantier pour le Real. Oui, bien sûr, tu fais bien de le noter. On aura bien le temps d'en reparler quand on fera vraiment le bilan de la saison, mais bien évidemment que Carlo Ancelotti n'est pas l'unique responsable et que les dirigeants du Real, les mecs Bien sûr. au-dessus de lui, ont aussi une grande responsabilité parce qu'évidemment qu'un Carlo Ancelotti, si tu lui ramènes un attaquant, un Dzeko ou un attaquant de ce type, bien sûr que le mec il va pas te dire oh non, Karim Benzema c'est très bien, on continue comme ça, c'est évident. Non, mais Bref, comme on le disait, un Dzeko, par exemple, aujourd'hui, j'ai pris cet exemple-là, mais on peut en citer d'autres, hein. Mais tu as ce type de joueur dans ce match-là. Karim Benzema n'est pas du tout dedans. Il sort 20-25 minutes de la fin. Tu as un joueur une tour de contrôle qui peut te prendre des ballons de la tête. Le Real Madrid va beaucoup plus écarté avec ses ailiers, beaucoup plus centré. Tu peux mettre à mal le Barça. Alors, c'est pas ce qui aurait changé la donne. En plus, dans le jeu aérien, entre Arrojo et Christensen, c'est pas évident. Le Barça prend pas beaucoup de buts à la tête, mais c'est une variété dans ton système offensif. C'est une flèche que tu as en plus à ton arc. Et forcément, je pense que sur une saison, ça pèse et ça aurait peut-être un petit peu changé la donne, en tous les cas, dans beaucoup de matchs. ouais, bon, bref. Merci, merci Rota. Merci à tous d'avoir Merci, regardé Tom. cette vidéo. Pour les tweetos, on se retrouve dès demain, lundi soir à 21h, 22h pour faire un space Twitter. C'est le nouveau rendez-vous qu'on a mis en place tous les lundis en mode radio libre. Donc, parole aux fans. On avait déjà fait un petit peu ce concept-là sur YouTube. Là, on l'a remis en route, mais sur Twitter parce que c'est beaucoup plus simple à gérer. Donc, si vous êtes un tweetos, si vous avez Twitter et que demain vous voulez venir passer votre coup de gueule, comme Rotan l'a un petit peu fait aujourd'hui, vous êtes le bienvenu 21h, le compte Twitter Real France. Bref, sur ce, passez une bonne soirée, prenez soin de vous comme toujours, et puis on se dit à très vite sur Real France. Allez, ciao. Ciao.